Bonjour à tous, donc je suis le professeur David Vallon, je suis neurologue et responsable du CM2R de Rouen et je suis le président de la Fédération des centres mémoire. Je suis là, au congrès national Alzheimer à Issy-les-Moulineaux en 2025 et je suis en charge de la présentation concernant la question: que répondre à des patients qui, se posent des questions par rapport à la génétique de la maladie d'Alzheimer? Alors la génétique, c'est un vaste sujet. On sait très bien qu'il y a une part importante de la génétique dans la maladie d'Alzheimer, mais souvent on a du mal à maîtriser à quel point. Je peux rappeler d'abord que 30 à 50 des familles présentent une co-occurrence dans la même famille d'antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer. Donc quand vous voyez un patient, vous avez une probabilité de presque 50 de patients qui ont des antécédents, mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire que toutes les générations de votre patient que vous rencontrez sont à risque. Pour déterminer ce risque, en fait, il faut savoir de quel type de génétique il s'agit. Soit il s'agit de malades jeunes, et dans ces cas-là, il faut rechercher les mutations qui sont causales de la maladie d'Alzheimer. On connaît 3 gènes, Pristine1, Pristine2 et APP, et pour les malades jeunes, il est indiqué, donc dès lors que le début de signe est avant 65 ans, il est indiqué d'aller chercher ces mutations et déterminer si le patient en est porteur. Parce que oui, dans ces cas-là, les générations en dessous sont à risque et elles ont accès à tout un programme qui leur permet de connaître leur statut. En revanche, dans l'immense majorité des cas, puisque ces patients autosomiques dominants, c'est moins de 1%, dans l'immense majorité des cas, il y a une part d'héritabilité variable qui est liée à des facteurs de risque. Et un facteur de risque, c'est complètement différent. Un facteur de risque, c'est si j'en suis porteur, j'augmente mon risque, mais je ne suis pas certain de développer la maladie. Et donc, quand vous voyez un patient, et là pour le coup qu'il soit jeune ou âgé, on peut trouver des facteurs de risque, parmi lesquels celui qui est plus connu, c'est le génotype APOE4 du gène APOE. Eh bien, lorsqu'on est porteur, eh bien oui, il y a une corrélation avec le risque de développer la maladie, mais pour les enfants, le risque n'est pas du tout le même. Il est à ce moment-là une augmentation du risque, sans être certain qu'à 85, 90 ou même 100 ans, on développe la maladie. C'est ça la différence entre un facteur de risque et une mutation causale. Et donc les facteurs de risque, on les détermine aussi chez les malades jeunes, puisqu'en fait, en une seule fois, on regarde les mutations et les facteurs de risque, mais le risque pour les descendants n'est pas du tout le même. Si on ne trouve pas de mutation autosomique dominante, à ce moment-là, le risque pour les enfants, il n'est pas utilisable, il n'est pas exploitable. On dit juste aux enfants qu'il y a dans la famille des facteurs de risque. Mais si je prends l'exemple de l'APOE4, par exemple, indépendamment d'une histoire familiale, un APOE4, c'est 25% de la population générale. Donc en population générale, on a déjà un quart d'entre nous qui sommes porteurs d'un facteur de risque tout à fait certain. Et heureusement, c'est pas 25% de la population générale qui développe la maladie d'Alzheimer. Voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu la différence entre ces deux situations que l'on explore facilement chez les malades jeunes, qu'on n'explore pas pour l'instant chez les malades plus âgés parce qu'il n'y a pas de mutation autosomique dominante chez les malades âgés. Peut-être un jour, selon une stratégie ou selon l'utilisation de traitements comme l'immunothérapie, on se posera la question à ce moment-là aussi d'aller regarder ce qui se passe chez les malades plus âgés.